Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci vivement de votre présence ce matin à l'entame de cette rencontre consacrée donc au portrait sonore de pays, une rencontre qui est organisée conjointement par Alexandre Galland, qui ne peut malheureusement pas être présent parmi nous puisqu'il a attrapé la fameuse chose que vous pouvez imaginer. Pardon ? Ah d'accord, je croyais qu'il y avait quelque chose qui m'était dit. Il ne peut être là qu'en pensée avec nous. Pauline est évidemment aussi la co-organisatrice de cette rencontre. Elle va dans quelques instants vous donner le coup d'envoi effectif de nos échanges. Et moi, mon nom est David Martens. J'enseigne la littérature à l'université de Louvain, donc côté néerlandophone. Alors, qu'est-ce que je viens faire en tant que littéraire dans cette rencontre consacrée au son? Je serai relativement bref. Mon but, c'est simplement de situer un petit peu le cadre général dans lequel s'inscrit cette rencontre. Depuis une dizaine d'années, j'enseigne et je mène des recherches sur un type de livre illustré dont vous pouvez prendre connaissance à travers le catalogue d'une exposition que je fais circuler. Donc c'est le livre Bleu Ciel que vous avez peut-être eu déjà entre vos mains ou qui va vous arriver dans quelques instants. Et ces livres illustrés sont donc des livres des albums de photographie accompagnés de textes d'écrivains. C'est par ce biais-là que j'ai été amené à les rencontrer. Et ces ouvrages ont pour finalité de présenter des villes ou des pays, mais d'une façon qui diffère des guides touristiques, puisque vous n'allez pas y trouver ou pratiquement pas d'informations, disons, d'ordre pratique comme celles que vous pouvez trouver dans un guide de voyage. Ce ne sont pas non plus des récits de voyage, puisque tout simplement ce ne sont pas des récits, simplement des descriptions de ces lieux. Et les recherches que j'ai menées m'ont amené à identifier, à décrire ce genre sous l'appellation de portrait de pays ou de ville. C'est un terme qui n'est pas effectivement utilisé dans les nomenclatures, je dirais, génériques des différents domaines qui sont impliqués, donc photographie ou littérature, mais c'est en même temps le modèle qui organise et sous-tend la façon dont les concepteurs de ces ouvrages travaillent. Et donc au cours de ces recherches, qui ont donné lieu donc à une exposition, je crois que c'était en 2019 au musée de la photographie de Charleroi, c'est le catalogue qui circule parmi vous. J'ai été amené au cours de ces recherches à me rendre compte que la déclinaison du genre sur laquelle je travaillais, donc les albums photographiques, n'était qu'une des déclinaisons d'un genre qui en réalité était plurimédiatique et qui avait connu d'autres formes que littéraires ou photographiques, que ce soit pour la télévision, pour le cinéma ou même à travers la forme de l'exposition. Et donc en 2019, on organisait un colloque à Cerisy-la-Salle, et c'est à cette occasion qu'Alexandre Galland, Pauline et moi-même, nous sommes rencontrés dans la session qui était consacrée au son, puisque le colloque avait pour ambition de brasser large et d'envisager les différentes déclinaisons médiatiques du portrait de pays. Et donc les trois participants de cette session sur le son se sont bien entendus, et on a décidé d'approfondir les choses, et c'est ce qui nous réunit. Aujourd'hui. Et donc cette rencontre, voilà, un des aboutissements de ces recherches, et elle s'inscrit dans un programme que je coordonne sur le genre du portrait de pays et qui est financé par le FWO, donc le Fonds pour la recherche scientifique Flandre. Bon, dans la mesure où je ne suis pas du tout un spécialiste des questions de son, mais qu'à force de fréquenter Alex et Pauline, je commence à découvrir le milieu. Je vais lui laisser la parole, non sans remercier très chaleureusement évidemment Pauline et Alex d'avoir accepté d'organiser cette rencontre, et également l'équipe de Point Culture qui nous accueille aujourd'hui et demain, ainsi que QO2 qui va nous accueillir ce soir et demain soir pour une série d'écoutes. Juste vous informer que sur le temps de midi, nous mangerons ici, et qu'on a commandé suffisamment de nourriture pour que vous puissiez, je regarde un petit peu, normalement tous rester et manger avec nous, ce qui est plus sympathique que sortir, revenir, etc. Donc voilà, si vous le souhaitez, vous pouvez rester avec nous, et j'imagine que le repas sera disponible dans le café que vous savez qui est à droite de la porte d'entrée. Voilà, j'en ai terminé. À toi.
Merci beaucoup David, merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je me joins aussi à tes remerciements pour Alexandre qui n'est pas là malheureusement ce matin et on le regrette beaucoup. Et puis pour l'équipe de Point Culture et de QO2 qui nous accueille ce soir. Donc rapidement, je m'appelle Pauline Adrini et je travaille en philosophie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne où je m'occupe de philosophie de la musique mais aussi plus récemment de questions liées à l'environnement sonore, à la perception, à l'enregistrement de terrain. On est peu de philosophes à travailler là-dessus et c'est important, je pense, d'amener ces questions aussi dans ces UFR où le visible est tout de même très largement représenté. Alors je rebondis sur la petite présentation que vient de faire David et sur cette origine de ces 2 journées dans ce colloque qui avait été organisé à Cerisy il y a quelques années. Et de cette session sur le son. Alors pourquoi on a décidé, à partir de cet après-midi qui avait eu lieu sur la question du portrait sonore de pays, de donner lieu à un échange plus nourri lors d'un colloque à part entière. Bon, c'est déjà effectivement parce qu'on s'était très bien entendu, qu'il y avait une bonne ambiance, mais aussi évidemment parce que ce thème des portraits sonores de pays nous semblait en un sens remettre au travail une notion largement débattue dans le monde académique, pour le coup, une notion alternative, celle que vous connaissez tous, de paysage sonore, notion qui a de nombreux mérites, mais qui ne suffit pas à penser un certain nombre de pratiques sonores qui nous intéressaient, de l'installation à la radiophonie, en passant par des pièces électroacoustiques, mais aussi des pratiques comme des marches sonores, comprises comme des marches d'écoute, des marches voire artistiques. Alors le but ici, c'est évidemment pas de fétichiser l'expression sur laquelle on va travailler ici, l'expression de portrait de pays. Le but, c'est pas de la prendre comme une sorte d'absolu théorique qui viendrait s'opposer au paysage sonore, ce qu'on appelait en anglais le soundscape. D'autres expressions seraient aussi pertinentes pour penser ce qu'on a en tête et ce que l'on crée ici, milieu, environnement, territoire, écoumène. Mais cette expression de portrait sonore nous a semblé d'emblée efficace pour ce qu'elle pointait plusieurs points justement qui font défaut dans cette notion de paysage sonore qui, pour le coup, elle est largement employée pour penser donc dans leur diversité les pratiques de field recording et d'art sonore liées à l'environnement acoustique. Donc cette diversité, elle est liée aujourd'hui non seulement à l'essor du genre depuis les années 70, je vous renvoie pour un survol synthétique de cette histoire justement à l'ouvrage d'Alexandre Galland, publié il y a tout juste 10 ans chez Le Mot et le Reste. Cet essor est aussi lié à la croissance exponentielle de la prise de son in situ, liée à la démocratisation de l'accès au matériel d'enregistrement, d'où aussi le succès d'un certain nombre de plateformes collaboratives actuellement. On pensera par exemple à la plateforme Freesound, ouverte sur le principe de Creative Commons dans les années 2000, et qui a connu un engouement remarquable pendant la crise du Covid, et qui participe, comme beaucoup de projets de ce type, à une véritable cartographie sonore, une cartophonie, pour reprendre l'expression initiée au Cresson à Grenoble. Cette réalité multiple, liée à des pratiques sonores, d'enregistrement, d'installation, d'écoute, nous semblait peu correspondre à la rigidité d'un concept comme celui de paysage sonore. Alors, rapidement, pour rappel, qu'a-t-on coutume de viser par cette dernière expression ? C'est avec elle, ou du moins avec le terme anglais de soundscape, dont elle est la traduction, que le son s'est pour la première fois imposé, sur le plan institutionnel notamment, comme un sensible pertinent pour penser l'espace acoustique, l'environnement acoustique. Ce qui ouvre une conscience de ce dernier, alternative à une appréhension visuelle, évidemment. Car parler de paysage sonore, de soundscape, ce n'est pas seulement appliquer à l'auditif les caractéristiques du paysage visuel, c'est viser le paysage sonore bien dans sa spécificité acoustique et auditive. En initiant ce terme dans les années 70, Murray Schafer propose ainsi de remédier à un déséquilibre, et ce geste de remédiation s'accompagne, pas forcément dans son cas, mais en général, de l'essor du field recording. Alors je me permets de citer ici le premier intervenant de cette matinée avec un article de Jean-François Augoyard dont le titre pose une question centrale pour notre rencontre, un article qui date de 1991 et qui s'intitule « La vue est-elle souveraine dans l'esthétique paysagère ?» Donc je cite Jean-François. « Le paysage n'est-il qu'à voir ?» demande-t-il. Expérience naïve, que chacun essaie de se remémorer un paysage connu, plus encore d'en évoquer la teneur sensitive. Parions que le sensatum sera essentiellement du visible. Cette silhouette sinueuse et embrumée des montagnes, sur fond d'azur, cette pénombre légèrement pailletée de lumière sous le saule qui borde la rivière, cette chute de tuiles brunes qui, rebondissant de toit en toit, n'en finit pas de raconter l'immémoriale urbanité.
Dans notre culture, la seule énonciation du mot paysage entraîne l'exercice du voir, à ce point que nombre d'ouvrages et d'articles traitant du paysage ne prennent même pas la peine de préciser que ce qui va être dit de l'environnement ou du milieu sera proféré au nom de l'œil, n'aura de vérité qu'au seul titre du regard. Remarque inaugurale, la souveraineté du voir dans la perception du paysage est tellement claire qu'elle va de soi, tellement habituelle qu'on tient pour évident que la logique du paysage visible, de sa topique devrait-on plutôt dire, est aussi celle des autres sens. Alors la notion de paysage sonore, telle qu'elle a été initiée dans les années 70 sous la plume de Murray Schafer, dans le livre éponyme The Soundscape, Our Sonic Environment and the Tuning of the World, et en collaboration avec les membres du Waltonscape Project, a été largement commentée, critiquée, étudiée aujourd'hui. J'y reviendrai très bientôt. Mais ce que Jean-François Goyard nous invite à considérer ici, c'est que ce que d'abord nous devons à ce projet et à ce terme, l'ouverture d'une nouvelle réflexivité sonore sur notre expérience située. Mais cette ouverture nous lègue aussi une question, un problème. Un passage de l'environnement et du paysage sonore au paysage visuel est-il envisageable et tenable ? Il faut d'abord se demander ce que le paysage visuel suppose comme organisation perceptive, comme répartition des rôles entre le donné et le sujet percevant, entre le naturel et le culturel. Bref, il faut déterminer ce que Jean-François Goyard nomme une topique. Dans le cas du paysage visuel, cette topique se pense en 3 termes qui ne sont pas des moments, mais bien des coordonnées d'une expérience synthétique. Tout d'abord, la distanciation, par laquelle le sujet se retire de ce qu'il voit et l'objective. Puis, la représentation spatialisante, par laquelle il construit ce donné dans une certaine perspective. Enfin, une artéfaction ou artialisation, selon la notion introduite par Alain Roger à la fin des années 70, par laquelle cette organisation se pense comme œuvre, par laquelle la perception devient contemplation esthétique. Une telle topique se comprend chez Murray Schafer selon une structure qui vient appliquer au plan de l'expérience sonore les coordonnées de l'expérience du visible. Schafer thématise ainsi les principes fondamentaux de ce paysage sonore en repérant 3 types de phénomènes sonores qui le structurent. Peut-être que vous connaissez ces choses, mais j'y reviens rapidement. Il y a d'abord donc les keynote sounds, les tonalités qui jouent le rôle de fond. En musique, le terme de key désigne la fondamentale, le principe selon lequel les autres sonorités doivent être entendues. Dans un paysage sonore, les keynote sounds constituent une sorte de trame, le son des ventilations, des climatiseurs dans nos espaces confinés. Notre perception est souvent conditionnée par eux, mais ces conditionnements restent souvent inaperçus et nous en prenons souvent conscience lorsque le son en question s'arrête. Deuxième moment, les signal sounds, figures sonores saillantes, elles se remarquent comme des événements pour le sujet qui les perçoit. Et ces sons renvoient souvent à autre chose qu'eux-mêmes, une cause, un contexte, une signification, au corps sonore surtout où elles s'originent. Enfin, les soundmarks qui vont beaucoup nous intéresser, bien sûr. Le terme dérivé de landmark, borne qui délimite des parcelles, des propriétés, traduit le même type de phénomène que le signal sound, mais un soundmark réfère à une communauté. Il possède certaines qualités qui le rendent unique, remarquable, identifiable. Son statut est donc intermédiaire. Ce type de son est à la fois remarquable par les membres d'une communauté, il s'apparente au signal sound, mais il est également familier, en quoi aussi il peut renvoyer à l'idée de tonalité. L'exemple favori de Schafer, c'est le marqueur sonore de sa propre communauté acoustique, celle de Vancouver, le son de la corne de brume dans un port. Alors, cette structure en figure-fond est assez efficace et stimulante. Mais permet-elle réellement d'appréhender la spécificité de la perception auditive, notamment en ce qu'elle est située dans un territoire donné, dans ce qu'on appellera un pays ? Dans le même article cité, Jean-François Goyard commente « L'espace sonore est un espace discret, au sens latin de discretum, discontinu. Il n'implique fondamentalement ni la contiguïté, ni l'homogénéité de l'espace visuel. Le premier signe en est la discontinuité. On a pu ainsi soutenir que la perception sonore d'une rue se dessinerait comme un couloir, seulement percé de fenêtres intermittentes. Même problème avec une autre caractéristique qui, du plan visuel au plan sonore, peine à s'appliquer, l'objectivation. L'audition est une sensorialité plus immersive que la vision. Elle joue sur le proche et le lointain beaucoup plus que sur le sujet et l'objet. Elle est question de métabolisation dans l'espace par le temps. Dès lors que l'on raisonne à l'échelle du paysage sonore, explique Jean-François Goyard, la distanciation spatiale, si nécessaire à la construction du paysage visuel, n'est d'aucun secours. Cette immersion de l'auditeur dans un monde de sons auquel il ne peut se soustraire, car l'oreille, formulation bien connue, n'a pas de paupières, cette immersion est centrale pour Murray Schafer,
qui essaie justement de penser la manière dont le paysage sonore est devenu progressivement violent, pollué, dit-il, par des sons qui s'imposent à nous, d'autant plus qu'ils se laissent donc oublier. Alors je laisse de côté pour l'instant cette question écologique. Elle renvoie peut-être en creux à les problématiques, à une conception arcadienne de l'environnement sonore. On notera simplement que ce thème de l'immersion est lié à celui de la vulnérabilité de l'auditeur, mais aussi de la dimension affective de son écoute. Dernier problème, corrélatif au précédent, dans cette métabolisation, le rapport figure-fond, essentiel à la conception que Murray Schafer élabore, se révèle extrêmement instable. Alors face aux limites de cette application, parler de portrait sonore plutôt que de paysage changerait-il la donne ? Il semblerait que cette notion se focalise sur un point de la triade que j'ai présenté, tout en reprenant son paradigme pictural, l'élément des marqueurs sonores, liés à l'identité mémorielle, à la fois personnelle et collective, à la détermination de l'espace que l'on écoute comme tel et pas un autre. Non comme un espace, donc, mais bien comme un lieu, voire comme un pays, dans le sens complexe que prend ce terme ici, pas seulement géographique, administratif, historique, mais tout aussi bien affectif, mémoriel et personnel. Pour reprendre les remarques de David Martins dans la conception de ce programme de recherche, il s'agit là d'un genre qui dépasse évidemment les arts sonores. Il renvoie à la littérature, au cinéma, à la photographie, à la catégorie de l'édition documentaire. Je cite David Martins, « Sous ces différents avatars, le portrait de pays a pour finalité de développer et de rendre disponible la connaissance de lieux déterminés, de cerner leur identité et éventuellement de favoriser le désir de les découvrir en donnant à voir non seulement l'apparence géographique de ces pays, régions ou villes, mais aussi les réalisations humaines qui contribuent à leur physionomie, monuments, architecture vernaculaire, aménagement du territoire, ainsi que les modes de vie, us et coutumes de leurs habitants, tous ces éléments donnant accès à leur histoire et stratifiant leur imaginaire. Cette définition, lorsqu'on l'applique au cas de l'expérience sonore de telles entités, change-t-elle vraiment la donne par rapport aux problèmes que j'ai évoqués à l'instant et qui tiennent à la question de la traduction d'un sensible à l'autre ? Ce n'est pas évident, mais c'est peut-être le cas. Suivons David dans son analyse. L'un des principaux lieux communs du genre consiste à expliquer la difficulté particulière de dresser le portrait d'un pays en le présentant comme régi par le principe de l'unité dans la diversité. Quelle que soit son étendue, tout pays est géographiquement caractérisé par une diversité, que ce soit par la conjonction de lieux différents, ville-campagne, plaine-montagne, type de quartier, ou par la coexistence de populations distinctes, classes sociales, groupes ethniques. Et en même temps, il est bien ce pays, un pays. Lieu commun donc qu'un tel questionnement. Car, et c'est là ce qui a guidé la conception de ce programme, il semble que dans la pratique de l'enregistrement de terrain, dans toute la complexité de cette démarche, voyage, choix du matériel, des lieux de prise, composition, diffusion, distribution dans le contexte d'œuvres documentaires, mais aussi partiellement fictionnelles, radiophoniques ou non, dans ce contexte artistique très varié, les problèmes un peu abstraits que j'ai posés se résolvent, ou du moins se dissipent. Et c'est ici que l'idée de portrait se révèle pertinente. À l'encontre des caractères surplombants de la structure paysage, le portrait fait état tout aussi bien de la singularité d'une touche, celle du preneur de son, du compositeur, de l'artiste sonore, comme on souhaitera l'appeler. C'est à la variété d'une pratique de la découverte du monde audible que la notion de portrait fait appel, tout aussi bien qu'à la singularité des entités que l'on y découvre ou que l'on y figure, qu'elles soient celles globales des phénomènes climatiques, des bruits rémanents de nos environnements machiniques ou biologiques, ou celles des êtres qui peuplent ces lieux, humains ou non humains. Deux dimensions, donc, qui contribuent à apporter une signature, la marque d'une identité. Alors, qui dit identité ne dit pas cependant clôture et seul désir nostalgique de préservation. Alors, il est évident que la notion de soundscape et peut-être aussi de portrait sonore de pays est indissociable de l'intérêt pour la préservation de ces territoires. À ce titre, ce n'est pas seulement la pollution sonore industrielle qui peut être redoutée, que l'uniformisation que produit une mondialisation des échanges, qui se traduit sur le plan sonore de manière particulièrement préoccupante. Les arts sonores et pratiques dont nous traiterons durant ces 2 journées participent moins d'un attachement nostalgique à une harmonie perdue, à une identité territoriale, qu'à un engagement à la fois immersif et critique dans et pour une diversité qui est aussi bien biologique que sociologique. Et cette diversité n'est pas forcément celle bucolique dont un certain audionaturalisme déplore la perte. Comme le note Alexandre Galland dans une interview qui a été organisée par Point Culture en marge de ce colloque,
Est-ce que le seul beau paysage possible est bucolique ? Je répondrai non, car le bucolique n'est qu'une des nombreuses modalités de vie ou de fantasmes de vie dans des territoires non ou moins assujettis à la modernité. Par-delà les frontières des vertes prairies, grondent peut-être, et c'est tout aussi beau, des tonnerres terribles, des bruits de dévoration ou le survol des vautours à l'aplomb des carcasses couvertes de mouches. Alors, on pensera peut-être ici aux enregistrements de Chris Watson. Là où le paysage peut aplatir ces distinctions, le portrait les révèle. Le pays désigne ainsi une identité sonore complexe qui mérite d'être reconnue comme telle, entendue et donnée à entendre. Que cette dernière expression ne nous induise pas en erreur, cependant. Dans la grande variété des pratiques dont nous parlerons et que nous écouterons, peu se contentent de considérer leur activité comme un pur accès à un pays déjà constitué. Le preneur de son portraitise et participe pleinement, par son art, à la constitution de cette identité sonore, qui est donc à la fois concrète et psychologique, acoustique et affective, factuelle et imaginaire, morphologique et composée, et qui d'ailleurs, dans l'écoute, se transpose au gré de notre propre mémoire de l'audible. Cette idée d'identité comme singularité et donc gage de diversité sonore, au cœur de la notion de portrait, informe les pratiques qui seront au centre de ces 2 journées. De celles dont traiteront d'abord les conférenciers, au point culture. Chez Knut Victor et les portraits du Luberon, avec Julie Michel. Dans les cartophonies de Grégoire Chelkoff et de ses collaborateurs du Cresson. Dans l'approche écologique de Hildegard Westerkamp, dont nous parlera Maki Solomos. Dans les évocations sonores de Montréal, avec Serge Cardinal. Au cœur, enfin, des œuvres qui seront diffusées durant ces 2 journées par les nombreux artistes qui participent à ces rencontres. Rodolphe Alexis et son travail sur une approche audio-naturaliste. Péroline Barbet et son intérêt pour les musiques de tradition orale. Éric Lacasa et son travail sur l'infraordinaire. Stéphane Martin et l'expérience de dispositifs sonores immersifs dans ce qu'il appelle des phonosynthèses. Gaël Ségalin et son souci de l'écoute d'une altérité dans ce qu'elle appelle des psychogéographies sonores. Et enfin, Elf Vienne, qui travaille sur les relations entre espace perçu et espace enregistré dans les frontières de l'expérience perceptive du monde organique. Alors nous espérons, David, Alexandre et moi, que les interventions variées, académiques et artistiques de ces 2 journées feront valoir le son comme ce genius loci, ce génie des lieux, qui contribue à en signer la puissance évocatrice, comme à en questionner la nature. Et je présente tout de suite notre premier intervenant, je l'ai cité à l'instant, Jean-François Goyard, que j'invite à nous rejoindre et que je vous présente. Alors, j'ai parlé de Murray Schafer et du Waltonscape Project, mais en France, nous avons la chance d'avoir une structure tout aussi importante et fondamentale pour tous ceux qui travaillent sur les questions d'environnement sonore, acoustique. Cette structure, c'est le Cresson, le Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, donc qui est une équipe de recherche architecturale et urbaine, fondée en 1979 à l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble. Et Jean-François Goyard est un des fondateurs de cette structure et nous lui devons énormément. Alors avec une formation en philosophie, urbanisme et musicologie, Jean-François Goyard enseigne d'abord à l'Éducation nationale, puis entreprend une carrière de chercheur et d'universitaire. Ses travaux principaux portent sur les pratiques quotidiennes, marche, écoute, sur les actions artistiques urbaines et sur l'expérience esthétique en milieu urbain. Donc il est un des fondateurs du Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Il a été cofondateur en 1992 du laboratoire CNRS Ambiance architecturale et urbaine et d'une formation doctorale sur le même thème. Outre 4 ouvrages, dont Pas à pas, essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, il a publié de très nombreux chapitres, articles, communications, ouvrages sur ces questions. Il a été professeur invité dans plusieurs universités européennes, également en Amérique du Nord et du Sud. Il a enseigné dans tous les cycles universitaires, à Vincennes, à Paris 10, à Grenoble. Je cite peut-être 3 essais, ouvrages, chapitres particulièrement importants pour nos réflexions. Donc il y a Pas à pas, essai sur le cheminement quotidien en milieu urbain, paru initialement en 1979 et réédité aux éditions de la Croisée en 2010. Également L'écoute de l'environnement, répertoire interdisciplinaire des effets sonores, publié aux éditions Parenthèses en 1995 et qui a été traduit en italien
et en anglais à McGill University Press en 2005. Et peut-être aussi, plus récemment, en 2004, un chapitre rédigé avec Pascal Anfou, Grégoire Chelkov, qui va parler tout à l'heure, vers une esthétique des ambiances, puisque c'est un sujet qui l'intéresse particulièrement. Mais je lui donne tout de suite la parole et je le remercie d'être là. Merci aussi pour toute cette carrière consacrée à ces questions et son rôle pionnier dans les questions qui nous intéressent. Merci Pauline de cette présentation. Merci de cette présentation qui m'intimide. Je ne sais pas exactement qui vous êtes, parce que c'est intéressant. Est-ce que vous êtes très acculturé sur le paysage sonore, ou moyennement, ou curieux alors, je vais essayer de me situer un petit peu, de naviguer. En tout cas, j'ai pris le parti, autrement, ça aurait été, je pense, une imposture, de faire entendre du son. Parce que si on ne fait pas entendre du son, quelque chose manque. Alors j'ai été assez interloqué au début par le titre « Portrait sonore de pays ». Alors portrait de pays, bon, portrait sonore de pays, est-ce que c'est possible ? Juste une déclinaison du portrait sonore du pays en mode sonore, ou est-ce que c'est une épreuve ? Pour moi, c'est une épreuve. Voilà, je l'ai pris comme ça, et on va essayer d'un point de vue, je dirais, intellectuel, pas du tout agonistique, de voir comment cette épreuve peut faire sortir quelque chose d'ici la fin de mon intervention, je l'espère. Alors, portrait sonore, je rappelle très brièvement, tous ceux qui connaissent tout ça m'excuseront des évidences que je vais dire, mais bon, c'est peut-être bien de pointer les choses. Quand on fait un portrait d'une personne, ça suppose 4 choses, je pense. D'une part, une représentation. Et dès qu'il y a représentation, il y a une fêlure originelle qui est propre à la représentation. Mais en même temps, une condition de liberté créatrice fantastique. Donc, il y a le bon et cette espèce de fêlure du début. Et puis, deuxièmement, il y a une focalisation qui est la sélection du sujet. C'est l'histoire, comme le rappelle très très bien David Martin, et ses collègues, c'est au début portrait qui s'écrivait P-O-R-T-R-E-T était en fait une peinture de quelque chose. Et d'ailleurs ça on le retrouve dans la littérature aussi du XVIIe, faire le portrait pas seulement d'une personne mais de quelque chose. Et puis on va arriver petit à petit à la peinture en plan resserré de la personne, la peinture d'une personne avec mise en forme de cette sélection-là, en pied ou en buste, avec le fameux format portrait, qui n'est pas toujours respecté, mais globalement, on voit ce que c'est que ce rectangle mis en hauteur. Troisièmement, c'est une structure de composition et à la fois une structure sémantique. Rappelle le fameux rapport figure-fond et leur dialogue. Et on sait depuis Patinir, le premier qui fait apparaître le paysage, et Léonard, l'éloquence discrète du fond. Le fond dit aussi quelque chose, bien sûr. Alors, rapport sémiologique, donc, je dis quelques mots un peu techniques, mais pour aller vite et être un peu plus précis, qui est l'articulation de la figure représentée à ce qui n'est pas visible, à ce qui n'est pas donné à voir. Ce sont les jeux du montré-caché, dénoté, connoté, on prendra tous les registres divers, du diégétique, extra-diégétique, et comme le souligne très très bien Rimaldinet pour l'image, et c'est toujours un rapport entre la fascination et en même temps ça se dérobe. Il y a quelque chose que je voudrais prendre et qui en même temps fuit toujours. J'en prends quelque chose, il y a toujours autre chose qui se dérobe. Et puis, toujours dans cette structure-là, cette organisation, le rapport au contexte, bien sûr, socio-culturel et économique de la production de l'objet. Troisièmement, c'est une expression. Et c'est là, peut-être là que ça devient particulièrement intéressant. Expression qui est donc un ensemble de configurations expressives que je ressens comme telles quand je regarde ce portrait. Donc une espèce de rhétorique, en tout cas, qui va soit raconter, expliquer, argumenter ce que le tableau dit, et en même temps, ou plus encore, qui va donner la personnalité de la figure. Portrait moral, caractère du sujet, comme le rappellent très très bien les organisateurs de cette rencontre. Cette fonction expressive, qui est parfois connative, du Jacobson, c'est-à-dire qu'elle me force, elle me force à regarder,
Et bien sûr, elle passe par la configuration du matériau visuel et de l'expression du visage, passant ainsi par l'évolution des styles et de la représentation de l'individu dont on voit la déclinaison dans l'histoire du portrait. En somme, comment le portrait me regarde. Alors, maintenant, si on applique le portrait au pays, je ne vais pas refaire le travail important qui a été fait avant, juste rappeler ça. Si les auteurs ne sont pas d'accord, qu'ils me le disent. Globalement, le portrait de pays, c'est de l'image plus du texte. En général, il y a toute une collection de documentaires qui est de ce type-là. Donc, on a une transposition de quelque chose de synoptique en une succession, en quelque chose qui va être cursif, succession d'images et cursivité du texte. Et puis, présentation, deuxièmement, une prétention, je cite là, de livrer l'identité profonde du sujet, soit sujet, c'est des villes, des pays, etc. Et je cite ici David Martins, « Faire apparaître qu'une conscience générique est à l'œuvre au travers d'un réseau métaphorique consistant à rendre compte du visage et de l'âme des lieux dépeints. » Et enfin, troisième remarque, c'est un genre polymédiatique. On va retrouver cela dans les ouvrages, des plaquettes, des vidéos, le online, enfin, une liste qui est indéfinie. Alors, portrait sonore. Arrivons-en au sonore. Alors, je vais laisser la dimension du texte qui me paraît moins problématique, mais on pourra peut-être en discuter à ce moment-là, ou du commentaire. On parlera aussi du commentaire sonore dans le paysage sonore lui-même, pour me consacrer vraiment au sonore. Et j'ai assez parlé, je commence tout de suite par un exemple canonique, même si on le connaît beaucoup. Moi, ça fait 40 ans que je l'écoute, je suis toujours très heureux de l'entendre, et le voici. Jot kui hats pai kui start kui smit tatsa kui snhuil sag men start kui stak on toch hoks no toont as the whole in spirit level it's no toont as square. Zeg maar ook zo gewoon. Dus ben je ook kus aanwil. Dat zak. Dan moet je niet tijd kus na start. Je taken te dat eventjes het wat to no toont dat de whole in spirit level. Zeg maar start kus timosak ku timosak tas na khoi so khoi start not out tas na khoi so mona hoks ku timosak tas na khoi khoi nog die uit khoi so men start ku talk on toch. Inside touch food. Ja, ook. Toch nog maar pas kunnen die maar pas kunnen. Zeg
Sachman Kwan as na chuig gus gáteach gus limáiseach gus clús. Choksta a tóntas a choléiten bit. Sach ma choksta listach gáteach as chunsean gus clúteach des na chuig. Sach chun hóin down clóten enough sachman hóid te out te átsbewil. Chwa choksta de no tóntas a choléiten plain. Sachman choksta tóntas with Sander. Gus chwagantach. Sachman hóineachtas átsbewil. Sachman hóid te inside. Te eise wil. Goed te eise wil. Dus men hoort thuis ook moet je het gaan. Hoogste toont hem, no toont is toch wel een varnish. Marine varnish. Zo moet je het gaan thuis eise. Kusaas was no weet te stap was wel mee ooit. No mee ooit te stap thuis dus men dus mag mee thuis staan. Dat is een goed. Je mag een goeie gaan. Je moet goed zien. J'ai voulu donner cette séquence en entier, parce que d'abord, on ne peut pas la couper, c'est évident. C'est une séquence parfaitement climatique. Et ça reste difficile de parler après tout ce qui se passe dans ce paysage sonore de Murray Schaeffer, auquel je rends hommage, qui était un ami aussi, parti donc en août dernier, dans l'autre monde où l'on entend l'anahata, de la philosophie musicale de l'Inde, qui est le son non frappé, qui remplit de musique et de lumière, qui sont ces dernières phrases du volume de synthèse sur le paysage sonore. Alors, bon, on peut parler, je donne le titre maintenant, c'est donc une prise de son, un enregistrement remonté, bien sûr, fait dans une réserve Squamish, du Canada. Alors, commençons simplement par interroger cette expérience d'écoute. Première chose, il faut du temps. On ne peut pas faire d'un seul coup du son. Le son prend du temps, on n'y peut rien. Pourquoi ? Parce que la nature fondamentale du son, c'est d'être du temps. Je dis souvent, c'est du temps qualifié, avant d'être de l'espace, ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui évolue dans ce temps d'écoute ? J'ai choisi aussi une écoute longue, il y avait 6 minutes, mais c'est un temps éternel parce que, par ailleurs, j'ai choisi cette séquence pour aussi que votre mémoire travaille. Il est capital d'exercer notre mémoire sonore comme nous exerçons notre mémoire visuelle, comme notre culture nous pousse à retenir ce qu'on voit. Et je pense qu'on flotte toujours, surtout dans ce type de séquence sonore, entre rechercher le sens de l'évoquer. Qu'est-ce qu'il raconte cet Indien Squamish ? Qu'est-ce que c'est que ce sabir qu'il emploie, le mélange d'anglais et de sa propre langue ?
Et par ailleurs, on va entre ça et puis se laisser aller dans le flux sonore, le plaisir de l'ouïe flottante, simplement, sans chercher à savoir. Deuxièmement, il faut interroger la situation d'écoute. Le problème est fondamental dans le son du point d'écoute ou du point d'émission, d'une part, et du point d'écoute, par ailleurs, par rapport au point de vue. En tout cas, grande différence, il n'y a pas de en face. On n'est jamais en face d'un son. Même ici, dans cette fiction, cette super fiction technique qui est la monophonie, dont on peut toujours discuter du fondement, mais on est, même si on est en face, globalement, dans la salle, bien qu'elle soit suffisamment absorbante, on est quand même dedans. Le son passe aussi derrière. On n'est pas toujours en face. Et bien sûr, en situation quotidienne, on est dans le son. Et ça change quand même beaucoup des situations visuelles, ne serait-ce que l'organisation déjà physiologique de nos perceptions. Troisièmement, il y a une focalisation et sélection. Quelles sont les structures qui ont émergé dans notre attention focale? Et qu'est-ce qu'il y a eu du reste en même temps? Il y a une réélaboration dans ce paysage sonore permanente de la figure et du fond. Les oiseaux, par exemple, c'est des figures au début. Ils émergent, on écoute ces oiseaux. Et puis, quand l'Indien commence à parler, ils disparaissent, ils réapparaissent. Et notre attention aussi les fait apparaître ou disparaître selon ce qu'on cherche à comprendre de ce que dit l'Indien. Mais d'ailleurs, alors qu'est-ce qu'une figure et un fond selon le temps? Et là, il faut se poser la question. Donc depuis longtemps, je pense que moi, en tout cas, j'ai répondu en disant on a plutôt affaire toujours à des durées, une durée qui est le fond temporel sonore, et des événements, des choses qui apparaissent, qui disparaissent et qui se mélangent. La quatrième chose qu'on va interroger, toujours poursuivre le canevas du portrait, c'est la dimension rhétorique. Quelle forme, quelle figure de composition nous parle en sourdine derrière ce qui émerge, derrière ces sons que nous écoutons et que nous faisons sortir. Moi, j'en ai noté plusieurs, mais chacun de vous, j'imagine, pourrait décliner aussi d'autres choses. D'une part, il y a une répétition. Les choses se répètent. Elles s'installent et puis elles se répètent. Donc, on a une espèce de prégnance, la fameuse prégnance sonore, le son qui nous prend, qui est à la fois discrète et rassurante. On est dans ce que j'appellerai après une espèce de paradis perdu. Et puis, il y a des intervalles stables. Ça, c'est capital. Même si nous ne sommes pas musiciens, il n'y a pas d'importance. Il y a une modalité qui s'installe. On pourrait d'ailleurs noter ces fréquences-là. Et cette stabilité-là va faciliter notre évasion dans un autre monde que celui où nous sommes là physiquement, qui est le monde de l'écoute. Troisièmement, il y a des variations modérées de dynamique. Alors, la fonction d'adressage de Jacobson, la fonction conative, elle est bien là, mais tranquille. Elle n'est pas forte. Petit à petit, il y a une espèce de séduction. Enfin, et après, il y a aussi la forme de la fugue. Même si on n'est pas musicien, on comprend bien que les choses démarrent doucement. D'abord, la rivière, les oiseaux, la voix. Et quatrième motif, c'est l'avion. Le petit monomoteur qu'on trouve dans ces immensités, qui passe dans le ciel très longuement et qui dessine la dimension verticale. Justement, qui mobilise, là il y a deux types d'existentiaux qui sont mobilisés, nos notions fondamentales qui sont dans notre existence, c'est la verticalité en particulier, qui va apparaître seulement après une longue horizontalité. Et puis, la gestion des silences. Il y a des arrêts, la voix s'arrête, quelquefois on dit tiens, il a fini de parler. Non, ça recommence tranquillement. Et c'est vraiment le rythme rêveur d'un paradis perdu. Voilà. Enfin, quelque chose qui est derrière, qu'on sent bien, qu'on n'a pas envie de nommer tout de suite, mais qu'on va nommer, qui est comme un message naturaliste et aussi culturaliste. Quelque chose de perdu. Il y a ces mystères du sabir, une culture qui enveloppe l'individu et qui donne sa raison. Alors, je ne sais pas, j'avais prévu de dire un certain nombre de choses sur Murray Schafer, mais déjà le travail est bien mâché. Merci. Merci Pauline. Alors, bon,
il faut quand même rappeler que juste avant, peu de temps avant Murray Schaeffer, 10 ans avant, il y avait un autre Schaeffer, Pierre Schaeffer, celui qui a écrit qui s'est posé la question, peut-on faire un solfège pour tous les sons ? Et sur la base du même élément fondamental qui est ce qu'il appelle l'objet sonore. Donc, ce n'est pas le moment de développer ça ici. Mais en tout cas, on a eu déjà, parce que Pierre Schaeffer, qui est un homme de la radio, avait déjà l'expérience du cinéma, où dans un même bloc sonore, tout est mélangé. La musique diégétique ou extra-diégétique, la parole, les sons de l'environnement qui apparaissent même dans l'enregistrement, etc. Donc ça, il avait bien compris et il se posait la question, mais quand même, il n'y a pas une musique culturelle, mais il y a bien une organisation générale des sons. Peut-on en rendre raison ? C'est la raison justement de ce grand pavé de Pierre Schaeffer, l'objet sonore, qui est un bouquin incontournable pour quiconque veut rentrer dans le détail à la fois physique, physiologique, phénoménologique du son. Ça, je crois que c'est incontournable. En tout cas, notre Murray Schaeffer arrive un peu plus tard avec quand même quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il faut défendre l'environnement sonore. N'oublions jamais, et je crois que Pauline y faisait allusion, que les premiers mots même du paysage sonore, The Tuning of the World, qui a été énormément traduit, c'est il faut défendre, il y a quelque chose à sauver, il y a un patrimoine sonore à sauver. Et c'est aussi les derniers mots de son ouvrage. Donc ça, c'est une idée fondamentale qu'il ne l'aura jamais quittée. Alors, en tout cas, l'idée même de représenter l'environnement sonore par le sonore n'est pas une idée nouvelle en elle-même, puisqu'on a par tropisme, par imitation, etc. Je donnais une liste très, très rapide tout à l'heure des gens qui ont... dans l'histoire de l'humanité, de tout ce qu'on peut trouver qui parle du sonore par le sonore. Mais... en tout cas, Murray Schaeffer, donc on peut être rappelé qu'il y a quand même un compositeur abondant et notoire, quatuor à cordes, symphonie, musique pour chœur, etc., qui est auteur. Il a écrit beaucoup sur sa recherche, chercheur, polygraphe, pédagogue, un très bon pédagogue. Il a écrit un très joli petit manuel de 100 exercices pour apprendre à écouter, etc. Donc, c'est impossible de le résumer. Un homme du son interdisciplinaire, comme il y en avait peut-être à la Renaissance, et en tout cas militant pour préserver la nature. Alors, je précise quand même deux choses pour ceux qui connaissent moins peut-être le monde. Soundscape, puisque en tout cas, il n'est pas créateur du paysage sonore. Je connais d'autres field recorders qui disent « Moi, j'ai inventé le paysage sonore. » Bon, à l'époque. En tout cas, il est au moins l'inventeur. Il a marqué d'un saut très fort le terme de soundscape, qui pose quelques problèmes. On en parlera juste après. En tout cas, soundscape, c'est quelque chose qui parle. Quand on dit dans le monde que je connais bien des architectes, des urbanistes, des paysagistes, soundscape, quand ça apparaissait, on dit « Ah !» Enfin, oui, c'est comme le paysage, mais c'est des sons. Il y a au moins une espèce de... on joue sur des prérequis, comme on dit en pédagogie. Et donc, c'est important. Alors, c'est deux choses. Le soundscape, c'est d'une part, dit Murray Schaeffer, l'environnement des sons, toute partie de cet environnement prise comme champ d'étude acoustique, quel qu'il soit. Et il dit acoustique, c'est intéressant, alors, avec la déclinaison anglaise du terme. Deuxièmement, c'est aussi des œuvres sonores. C'est tout un paquet d'œuvres sonores sur l'environnement, en particulier des montages documentaires, je donne un mot approximatif, mais c'est ça, avec descriptif, avec un livret. Donc là, on a bien de l'écrit et du son, le minutage, qui va accompagner les nombreuses études de terrain qui ont été faites. Donc déjà, du portrait sonore du pays par cet agencement-là. Et puis, alors, ça a été consigné, bien sûr, et ça, c'est quand même le grand intérêt de la démarche, consigné dans des cassettes à l'époque, et puis des CD, et maintenant peut-être online, je ne sais pas, qui en particulier, les principaux ouvrages sont The Vancouver Soundscape, 1973, la première parution, dont est extrait cette séquence, et puis le très célèbre aussi recueil de Five Villages Soundscapes, qui est la mise en regard de 5 villages du monde. Un village breton, l'Esconil, Cembra en Italie, Skruv en Suède, Bissingen
en Allemagne et Dollard and Wensleydale aux États-Unis. Comparaison qui d'ailleurs a été reprise. Il y a d'autres gens qui, par exemple, sont revenus 10 ans après à l'Esconil pour se demander qu'est-ce qui a changé dans ce descriptif et cette approche très multidisciplinaire de ces climats sonores. Et puis, par ailleurs, c'est des compositions musicales, et ça, on le cite moins souvent, qui introduisent la nature comme instrumentiste. Et ça, c'est passionnant. Il y en a 2 qui sont magnifiques, alors on les retrouve. C'est des films qui sont entre 60 et 80 minutes, relativement longs. Le premier, en 1966, que je cite, c'est Princess of the Stars, qui est un opéra lacustre mythologique et qui est absolument magnifique, où on voit des chanteurs et des danseurs masqués, avec des costumes traditionnels, sur canoë, les musiciens sur les bords. Et puis, quelqu'un qui dirige au milieu, sur un canoë central, c'est Murray Schafer, avec 2 canoës assistants, un montage assez fantastique. Et c'est très, très beau. Et c'est le prologue, d'ailleurs, d'un cycle de 12 pièces opératiques, dont beaucoup se déroulent dans la nature, lacs, forêts, mines abandonnées, etc. Et puis, autre pièce qui est très très belle et qu'il faut voir entendre, qui est Music for Wilderness Lake, qui est de 79, et qui est une pièce magnifique pour 12 trombones et un petit lac, 13e instrumentiste, un petit lac rural. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a 2 mouvements. Premier mouvement, tout est dans la brume. Et donc, la réverbération est très, 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 très faible. Et on distingue très, très bien les emplacements des pupitres de trombone. Ils sont groupés par zone. Et puis, lever du soleil, il y a un phénomène atmosphérique qui se produit. Il y a une espèce de dôme d'humidité. La brume s'est levée. Et là, ça devient très, très réverbérant. Donc, cette fois, on ne sait plus si, entre l'émission de chaque pupitre de trombone et le retour du son des trombones, on est vraiment dans un univers complètement mythique, je dirais, de réverbération, qui est absolument fantastique. Donc ça, c'est une très, très belle pièce. Alors, quelques mots sur le World Soundscape Project. Donc, c'est une recherche au long cours qui a été menée dans le cadre de la Simon Fraser University, avec de nombreux correspondants internationaux. Ça a été aussi la force de Murray Schafer, avoir des gens un peu partout dans le monde, en Finlande, au Japon, aux États-Unis, en France, etc. Donc, et qui sont les gens qui lui transmettent des informations, non seulement qui diffusent la pensée du paysage sonore, mais qui transmettent des informations. Un forgeron de Westphalie qui lui envoie le dernier enregistrement de ce qu'il avait décrit comme étant le maître qui donne, l'apprenti qui donne les gros coups sur la partition boum, 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 et puis le maître qui, lui, avec un petit marteau, va modeler le fer rouge, toc, 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 etc. Et dernier enregistrement, c'est un forgeron de Westphalie qui lui envoie ça, donc il le conserve très précieusement. Donc ce contact international est très, très précieux pour cela. Alors, 3 objectifs du World Soundscape Project. 1. Faire entendre la réalité audible comme une œuvre de la nature. Et les 2 mots sont importants, œuvre, nature. Il y a presque une antiphrase, mais il la veut, Murray Schafer. C'est la prise en compte de l'environnement sonore qui ne se réduirait ni à l'évaluation acoustique, Dieu sait s'il y a eu des évaluations acoustiques, ni à la nécessaire lutte contre le bruit, bien sûr, mais plus largement, dit Murray, depuis toujours, chaque nature et chaque culture produisent une musique du monde. Donc, deuxièmement, penser l'environnement, et ça, il le dit plusieurs fois et à plusieurs reprises, comme une sorte de composition musicale. Il n'y aurait peut-être pas de notation, il n'y a pas de compositeur. Le compositeur, c'est la nature, mais à nous de faire ressortir toutes les qualités de cette composition. Et composition dont l'orchestration est toujours évolutive et corrigeable. Et il le souligne aussi à plusieurs reprises. C'est aussi en même temps la dimension reconstruite des soundscapes, des paysages sonores, qui sont des restitutions d'enregistrements, où on a une assez évidente sélection
qui est faite par une oreille musicale, cette fois, dans le montage, tonalité, les intervalles. Je vais donner juste quelques mesures, si on peut dire, de l'entrée, une mesure comme une musique, de l'entrée dans le port de Vancouver, autre pièce très célèbre. Je ne la donne pas en entier pour ne pas prendre trop de temps, mais vous allez entendre des secondes, des tierces, des quartes augmentées. Donc c'est vraiment... Alors, quand même quelques précisions pour être juste. L'enregistrement de Entrer dans le port de Vancouver, bien sûr, est un extraordinaire montage. D'abord, il avait demandé à ceux qui actionnent les cornes de brume de les actionner. Donc c'est quand même préparé. Il y a une scénographie dans la nature même. Bon, pourquoi pas. Et puis, bien sûr, après, la sélection des séquences a évidemment valorisé la dimension musicale qui va plaire à l'oreille, qui va nous rassurer. Quelques mesures de Entrance to the Harbour, c'est aussi dans la même... Voilà, écoutez bien les intervalles. Voilà, désolé de couper cette séquence. Donc je vous invite à écouter si vous ne connaissez pas ces Vancouver Soundscape qui sont des merveilles. Troisième objectif, c'est préserver la qualité de l'écoute à l'échelle des civilisations. Ça, pour lui, c'est absolument capital. C'est ear cleaning, de get a clear ear, etc. Il faut nettoyer nos oreilles. Donc, valoriser le hi-fi. Je le prononce en français parce que certains disent hi-fi, low-fi, etc. Alors, le hi-fi contre le low-fi, c'est-à-dire tout ce qui va être des fréquences qui sont fines, qui sont de haute fidélité, précises, contre la crasse, qu'on a appelé aussi la crasse urbaine, ou quelquefois dans la nature, il y a aussi un peu tellement de sons que c'est une brume sonore. Donc, valoriser la distinctibilité des sons, qui n'est pas l'intelligibilité précisément, mais la distinctibilité des sons. Qu'on puisse entendre les sons un par un, parce qu'il a amené effectivement une croisade perpétuelle contre la confusion des sons. Il avait toujours dans sa veste des petits cartons écrits dans plusieurs langues pour demander au patron du restaurant « Arrêtez cette musique ». Donc, nous voilà avec nos dimensions principales. Je ne peux pas remplacer, c'est impossible de résumer le travail de Murray Schafer. Il y a des outils très intéressants, la cartographie, la sonographie, je pense qu'on le trouve déjà dans le paysage sonore. Oui, les cartographies sonores. Oui. Les mesures acoustiques, enregistrement, etc. Et les classifications, dont je dirai quelques mots après. Bien sûr, une très bonne communication avec ces publications sonores, et puis un réseau qui existe toujours, je crois. Tu peux me confirmer, Marc Venel, qui est là, qui fait partie, qui est le World Forum for Acoustic Ecology.
Je ne sais pas si... Oui, je crois qu'il existe toujours. Hein, ça fonctionne très bien. Je suis quelquefois dans mes montagnes, c'est un peu débranché. Alors, on peut se demander à quoi sert la théorie du paysage sonore. Alors moi, je me replonge quand même dans cette époque-là où je commençais à travailler sur le son, les années 70. Quand même, on manquait de notions pour parler d'autre chose que de la musique, de la langue. Il y avait deux grands discours sur le son. Le reste, on ne savait pas très bien comment le nommer. Et c'est sûr que la notion de soundscapes a été quelque chose de très très utile pour nommer ce tiers-genre sonore qui est ni musique ni bruit. Deuxième grand intérêt, décrire et classer les sound facts, qui sont donc les phénomènes sonores élémentaires pour Murray Schafer. Je rappelle juste, comme ça pour vous donner l'envie de lire, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a 6 grandes classes. Ça, c'est un peu plus classique pour le coup. Naturel, son naturel, humain, sociaux, mécaniques. Et puis intéressant, il met après le calme et le silence comme grande classe de son. Et puis les indicateurs sonores. Voilà. Et puis 4 grandes catégories, qu'on dirait des catégories sémantiques, justement, qui sont les 4 façons qu'on a de prendre le son. La tonalité, Pauline l'a rappelé, les signaux, les empreintes, je donnerai des exemples après, et les archétypes, qui pour lui sont aussi quelque chose de très important et qui sont vraiment les fondamentaux de cette musique du monde. Alors les grands archétypes, la mer, les orages, etc. Donc l'idée de promouvoir l'idée d'un patrimoine sonore ordinaire est aussi très très important, parce que qu'est-ce qu'on avait pour dire les sons du quotidien, c'est pas rien. On n'avait pas grand-chose, il fallait cette sorte de mouvement du paysage sonore. Et valoriser une esthétique de la vie quotidienne. Il y a aussi un plaisir musical, entre guillemets, pour quelque chose qui serait réputé non musical. Et nous en faisons l'expérience tous les jours. Se plonger dans un son, tiens, une soufflerie, dedans, il y a 2 petites fréquences assez amusantes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Très bien. Et puis, le plaisir, simplement, pour des ados, d'être dans du bruit, dans le grand bruit musical, où il y a une grande fusion collective qui se fait. Et puis, amener à l'idée que toute écoute est contextualisée, configurée physiquement dans un espace. Et ça, c'est aussi très, très important. Enfin, excellent outil de représentation et outil pédagogique pour attirer l'attention au sonore. Si vous dites aux gens, je ne sais pas, écoutez votre vie quotidienne, vous verrez, moi je le fais avec mes étudiants, tu enregistres pendant toute la journée ce que tu entends comme son. Bon, ça, c'est un peu fastidieux. Il faut le faire quand on travaille là-dessus. Mais avoir l'idée, il y a un paysage sonore, je vais rentrer dans le paysage, c'est extrêmement facilitateur parce qu'on est plus familier de la notion de paysage. Voilà. Je ne veux pas être trop long sur quelques critiques. Il y a des critiques qui ont été faites. Bien sûr, c'est l'esthétisation sélective. Valoriser le hi-fi contre le ho-fi. Mon premier contact avec Murray Schafer a été une correspondance. Je lui ai envoyé une cassette de son urbain, des bruits de circulation. Et j'ai dit à Murray, qu'est-ce que je veux faire de ça ? Est-ce qu'il y a de l'esthétique dedans ? Est-ce que c'est intéressant ? Et il m'a dit, non, mais il faut en discuter parce que les bruits, c'est aussi très, très intéressant, etc. Donc, on a commencé à discuter. Mais c'est vrai que, du coup, la chasse au lofi, à la crasse urbaine, à la basse fidélité, c'est quelque chose qui va entraîner un certain naturalisme. D'abord, une esthétique de la mimésis. On rend la nature en imitant les règles de composition naturelle. Et puis, ce retour écologique, et c'est un grand lecteur de Thoreau, d'Emerson, etc., tous les grands auteurs, le transcendantalisme, etc. Et puis, il y a la musicalisation du monde audible. Qu'est-ce que musique ? Alors, bien sûr, si on prend musique dans le sens de Pierre Schaeffer, l'objet sonore, alors on peut dire que c'est possible. Quand même, il y a précisément la clôture du format, les durées, les césures dans l'organisation des soundscapes, la fixation du point d'écoute ou des lignes de déplacement. Et puis, ce principe du minimum nécessaire. C'est-à-dire que
pour Murray Schaeffer, tout ce qui va être quand même les scories, les parasites, va être mis quand même de côté. Toujours dans cette idée, il faut amener les gens à entendre le son comme de la musique. Alors du coup, il racontait lui-même cette anecdote. Il a enregistré, je le donnerai juste après dans les empreintes, le son de la grande tour de la mairie de Vancouver, où il y a des trompons qui jouent les premières notes de l'hymne canadien. Et donc, il voulait mettre, là encore, entrer la nature et la distance comme instrumentiste. Donc, il a mis une équipe de preneurs de son au pied de la tour et une équipe de preneurs de son à 3 km. Et il y a une différence d'un demi-ton. Donc là, la distance est un instrumentiste de l'environnement, de la distance spatiale. Mais ça a été très compliqué, parce que chaque fois qu'il l'a fait, il l'a raconté plusieurs fois, il dit « On était tout près un jour, il n'y avait pas de pluie, pas de brume, c'était bien, c'était clair. » On met en route les magnétophones et il y a un petit gosse qui passe et dit « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?» Alors ça rentre juste et du coup, les 4-5 premières notes de l'hymne sont... Alors il a jeté la séquence. C'est un truc sympathique. Et puis alors, les catégories explicatives, figure, fond, chant, Pauline l'a dit, fonctionnent globalement comme un paysage visuel, encore que quand on lit attentivement The Tuning of the World, l'œuvre qui rassemble tout, il dit quand même, bon, c'est un pis-aller. C'est pas du musical, c'est pas du musical. Il y a quand même quelque chose comme des figures et du fond. Donc, on ne faut pas être trop raide là-dessus. Mais c'est vrai que du coup, ça emmène, en lecture rapide, à une compréhension très, très, très visuelle. Et puis, quand même, ce qui va faire le décrochement de l'expérience musicale, c'est quand même l'instabilité relative des signaux. En fait, dans la vie quotidienne, le rapport figure-fond est beaucoup moins stable. Il suffit de l'apparition d'un camion, d'une cloche, d'un appel vocal, et la reconstruction perceptive va être tout d'un coup chamboulée. Voilà. Et puis, et je finis là-dessus, pour Murray Schaeffer, le concept même de paysage, bien sûr, puisqu'il inscrit l'idée du landscape. Donc, il y a bien l'idée de la vision qui est derrière son histoire, et une conception de l'espace qui reste cartésienne, continuité, homogénéité et isotropie, qui sont quand même des critères qui ne marchent pas bien dans le son. Voilà. Alors, je vais... Je ne vais pas aller trop loin sur les variétés de paysages sonores. Tu as cité Claude Schrayer ou Westerkamp, etc. Bon, c'est ça. Donc je ne reviens pas sur ces différents disciples qui ont travaillé avec lui. Alors, le paysage sonore, cette fois, allons un peu plus loin. Il y a d'autres variétés. Alors, comment appeler, quel chapitre mettre? Alors, c'est peut-être field recording, peut-être field recording, je ne sais pas. Bon, il faut trouver un mot qui va englober tout ça. En tout cas, il y a de l'ethnosonologie. Ça, c'est sûr. Et donc, en particulier, il y a un moment de l'ethnologie, l'ethnomusicologie, qui a réintroduit le raclement des pieds des danseurs, les bruits d'environnement. Alors, pendant toute une époque, on voulait la musique pure, le hi-fi pour le coup. Donc, on a déjà une catégorie là de paysages sonores qui sont intéressants. Et puis, il y a tout ce qui est la géosonologie, un mot un peu barbare, mais qui est le travail sur les lieux acoustiquement remarquables. C'est Justin Winkler, par exemple, et puis je pense à Élie Tête et son beau groupe La Sirène de Chalon-sur-Saône, où ils sont partis à la chasse des phénomènes sonores intéressants dans le paysage naturel. Je vais vous faire entendre juste cette séquence-là, qui est donc enregistrée dans la combe de la Léchère, c'est dans le Jura. Alors, il y a un double travail. Il y a le travail, d'une part, de la réverbération, qui est extraordinaire. Il y a vraiment l'instrumentiste réverbération qui est en plus, et il faut bien faire sonner la réverbe. Donc, il y a un joueur d'instruments qui est là.
Voilà, ce travail fait par la sirène en particulier, et qui est donc cet écho dans la combe de l'Échère, enregistré par Boris Olivet. Alors là, on est vraiment dans le paysage sonore comme outil de représentation du milieu, et avec la valorisation de sa dimension musicale. Il y a, je vais aller un peu vite, on peut ensuite distinguer le paysage sonore comme composition, avec, ça peut être des structures naturelles retravaillées, ce que font beaucoup les Canadiens, l'école canadienne, finnoise, les Japonais, etc. Hildegard Westerkampf du Canada, Luc Ferrari aussi. Et je donnerai un exemple juste après. Il y a des structures artificielles où on va créer de toutes pièces un paysage sonore. Pourquoi pas. Et puis, qui est l'art des bruiteurs, bien sûr, où il n'y a souvent pas de naturel du tout. Tout est recomposé avant que c'est été numérisé. Les paysages sonores ornementaux, qui est donc l'acoustic design, qui sont donc toutes l'ameublement sonore, bande-son pour spectacle, accessoires sonores, même dans les WC japonais, paraît-il, il y a du son, c'est ce qu'a raconté en tout cas Schaeffer, je me souviens, il y a pour qu'on n'entende pas le son de la chasse qui tire, il y a de la musique pour que le flush soit... il y a la sonorisation des plans et reliefs de Briançon et de Musée des Invalides. Là, on avait travaillé là-dessus. Ils sont aussi des paysages sonores pour refaire vivre par le son des maquettes du XVIIe, etc. Et puis, les architectures ou installations et sculptures sonores. Voilà, donc j'ai fait un peu les grandes catégories. Installation de Bruce Nauman, Tania Moreau, etc., qu'on trouve assez souvent maintenant dans les expositions. Je vais donner juste un exemple de structure naturelle qui est remise en scène, qui est donc remontée. Et ça sera un autre hommage à Knut Victor, le grand comment dire, homme du son du Luberon, qui était donc un sculpteur danois d'origine. Et vous allez entendre un inédit qui ne sera jamais publié, parce que Knut Victor voulait rendre compte de ces petits insectes très diaphanes qui sont les éphémères, et dont on n'entend presque pas le son. Et donc il était parti à la chasse de ces insectes-là. Il avait fait un beau disque double face, c'était un vinyle à l'époque, qui s'appelait Éphémère, justement. Et ce disque n'est jamais sorti, donc j'ai eu la maquette, parce qu'il voulait que je fasse la plaquette, le texte sur la plaquette, et parce que son éditeur, qui est pourtant Rocher, qui est un type très, très bien, très humaniste, voulait qu'il y ait Knut Victor, Éphémère. Et Knut Victor a dit non, c'est éphémère. Et puis derrière, tout petit, derrière la pochette, Knut Victor. Et il n'en a jamais démordu. Donc le disque n'est jamais sorti. Donc vous allez entendre un inédit absolu. C'est très beau. Et justement, c'est la séquence où il piège les éphémères. L'automne. Vendange. Dans les tonneaux, le vin bout. Des millions de moucherons sont partout. Paraissent brunâtres. Mais si on les regarde bien, on s'aperçoit que les yeux sont rouges, vifs. Le corps est ocre, avec des bandes noires. On
en cercle autour. Dans la lumière, les ailes reflètent toutes les couleurs. Bien, il me reste une vingtaine de minutes, c'est ça? Bon, alors, je voulais passer à autre chose, enfin, qui est la suite de cela, et me demander qu'est-ce qui est engagé dans une expérience d'identification sonore, puisque quand on fait un portrait, il y a bien toujours un message d'identité qui est donné, et si l'intention d'un portrait de pays est de communiquer, de faire connaître et de ressentir, qu'est-ce qui se passe? Première chose, on va se demander qu'est-ce que c'est qu'identifier quelque chose et comment se déroule l'identification. Il y a toujours un temps de compréhension. On passe, bon là je vais un peu vite, de l'écoute naturelle à l'écoute culturelle. Et pour prendre les deux grandes catégories de Pierre Schaeffer, cette fois. Je donnerai un exemple sonore à la fin. Deuxièmement, il y a toujours une sélection des identifiants pertinents. La morphologie du son. Comment se fait l'émission sonore? Fréquence, enveloppe temporelle, dynamique, etc. Au niveau de l'indexicalité, c'est l'émergence des indices et des significations qui vont me faire dire « Ah, tiens, c'est à tel endroit ». Quelle est l'expertise de l'auditeur? Ensuite, on identifie à partir d'une structure fondamentale de l'espace sonore qui est la distinction des signaux, ce qui émerge et ce qui est derrière. Signaux, tonalité. Les signaux émergents, c'est le premier plan qui est acoustiquement audible et qui va être porteur d'un code ou d'une signification que je vais reconnaître. Et puis, il y a la tonalité, ce qui est derrière, on peut appeler ça le fond aussi. Fonds sonores durables et peu variants dans leur qualité. Drones urbains, ventilation mécanique, etc. Mais qui sont aussi porteurs de renseignements anthropologiques pour celui qui écoute. Je pense à... Je n'ai pas eu la possibilité de retrouver certains exemples. En particulier, un ancien thésard du labo, Riccardo Atienza, qui est actuellement en Suède et qui est un musicien et qui sort du laboratoire du Cresson et qui a fait une enquête sur l'identification, non pas sur le fait que les gens identifient un lieu, non pas par les signaux, mais par le bruit de fond. Ce qui est un peu contraire à l'habitude. En général, on dit c'est ce qui émerge. Non, pas du tout. Je pense aussi à Colette Augoyard et à sa propédeutique sonore en classe de langue pour affiner la discrimination de la langue et des sons de la langue, le travail en utilisant des sons du lofi, des sons du quotidien à basse fréquence. Qu'est-ce qui distingue, par exemple, et là on avait un preneur de son dans le labo qui était magnifique, l'eau qui coule dans le bain, dans la douche, dans le lavabo ou dans l'évier. Il y a des discriminants extrêmement fins, des petites choses dedans que nous percevons avec l'habitude et que simplement, comme on est plus sur le voir, on a envie de mettre plutôt derrière. Donc il y a une grande finesse possible là, dans la tonalité même, alors que le fond de la base, c'est justement de ne pas se faire entendre. Et il y a pourtant aussi la persistance d'énigmes sonores. Il y a des situations où on ne réussit pas à trouver le sens du son, les bruits fantômes de notre sommeil. Et puis, deuxième chose, dans la liste que je voulais donner, les trois éléments, c'est s'y reconnaître. Qu'est-ce qui fait que je m'y reconnais? Mobilisation de la corporéité avec des schèmes psychomoteurs déjà éprouvés, haut, bas, devant, derrière, droite, gauche, et leur dynamique propre.
Toute écoute va entraîner du local, de l'évocation du lieu, des dimensions spatiales. On a comme ça des reconstructions imaginaires de l'espace audible représenté, et on territorialise l'entendu comme un espace habitable. Étonnante translocation de l'ici à l'espace représenté. C'est ce qu'on vient de faire dans toutes les séquences précédentes. Normalement, en général, vous êtes parti ailleurs, véhiculé par les sons. Et cette translocation-là est quelque chose de très intéressant et qui montre bien comment il y a une extase, vraiment au sens premier, qui va favoriser la réceptivité à autre chose que la reconnaissance élémentaire, la connaissance lexicale élémentaire. Donc, puissance de l'aspect symbolique, bien sûr, des sons et de leur composition, qui va être utilisée dans les séquences sonores. Et puis, troisièmement, c'est comment s'approprier. Donc, j'ai dit, on identifie d'abord, et puis on s'y reconnaît, et comment on s'approprie. Et là, c'est un peu plus subtil. Bien sûr, comment on entre dans l'atmosphère entendue par l'articulation du sentir à l'émotion. Qu'est-ce qui nous émeut dans un son? Dimension dynamique projectuelle qui nous fait entrer dans l'intention de l'auteur par les émotions partagées avec ou sans l'identification caractérisée. Voilà. La sollicitation des émotions par les créateurs sonores dans toute l'histoire de la création du son mobilise le champ incontournable du pathos. Il faut que quelque chose bouge en nous. Comme le cinéaste, le portraitiste sonore ne peut jouer avec l'horizon d'attente du spectateur sans l'éloquence des émotions. Et le son va favoriser particulièrement ce facteur de prégnance. Je voulais faire entendre... Bon, j'ai des exemples, mais je crois qu'il faut aller plus vite. S'y reconnaître, j'ai une séquence que j'aime bien. Qu'est-ce qu'il me reste comme temps, en fait? Plus rien. On va dire c'est surtout pour qu'on puisse entendre Grégoire Chelkov et ne pas manger trop tard. On a un peu de temps entre midi et 2, c'est assez large, mais il nous reste un quart d'heure, je dis. D'accord. Un quart d'heure pour moi. Oui. Je suis vénard. Alors, je vais plutôt passer... pas de questions sur ces remarques-là fondamentales, mais qui me sont, je trouve, fondamentales sur faire entendre quelque chose, passe par, effectivement, par cette identification, par le fait qu'on s'y reconnaît, que je peux m'y reconnaître. Donc, on va mobiliser la corporéité par les schèmes psychomoteurs qu'on connaît, le haut, le bas, devant, derrière, etc. Et puis, s'approprier la séquence sonore, donc entrer dans l'atmosphère de façon émotionnelle. Je vais terminer plutôt sur la dimension rhétorique de cela, au sens non pas rhétorique, les trucs, mais la rhétorique fondamentale, c'est-à-dire comment nous gérons, comment nous organisons nos modes d'expression. Que ce soit d'ailleurs dans le langage, mais aussi il y a des rhétoriques musicales, il y a des rhétoriques spatiales, etc. Alors, on va aller un peu plus loin sur cette configuration active de l'entendre. Qu'est-ce que c'est qu'entendre une représentation sonore? Qu'est-ce qui va effectuer les aspects d'une confrontation avec la représentation sonore? Il faut qu'on ait quelque chose qui relie, qui permette de traiter toutes les composantes de l'expérience auditive. Qu'est-ce qui fait que tout fait le paquet à la fin? Là, on était assez analytique. Si on a une approche plus synthétique, on va essayer de prendre tout ça. Comme dans l'écoute, j'entends juste un son, on dit « Ah, c'est là-bas, ah, c'est un avion », etc. Bon. Alors, pour rassembler tout ce paquet des sources acoustiques, de l'espace et du temps concerné, du sentir et de la perception sonore, de la dimension émotionnelle où le son fait merveille, et les actions et créations sonores, donc les schèmes expressifs communs entre les producteurs d'espace sonore et les auditeurs. Voilà. Alors, ce que nous avons proposé au laboratoire, les questions qu'on s'est posées au Cresson, le laboratoire que j'ai créé donc en 1979 à Grenoble, à l'école d'architecture. Nous avons été assez vite une équipe petite et grosse maintenant, on est plus de 45 au Cresson.
Et en fait, on s'est posé des questions très vides pour trouver que nous étions très différents. Il y avait moi, je suis philosophe urbaniste, il y avait des architectes, il y avait des acousticiens, des géographes, etc., des techniciens du son. Il fallait qu'on trouve une notion commune et on a confronté toutes nos compétences là-dessus. Et nous sommes convenus de retenir une notion centrale qui est l'effet sonore. Et l'effet sonore n'est pas simplement l'effet d'une cause, c'est comment justement le son, pour rester sur le son, comment le son va être à un certain moment ce qui va rendre compte de tout ce qui se passe dans mon écoute et dans l'espace de propagation, comme on dit en acoustique. Et qu'est-ce qui va, par ailleurs, qu'est-ce qui va aussi rassembler toutes les portes d'entrée possibles des connaissances sur le son, du plus acoustique jusqu'au plus mythologique. Donc en passant bien sûr par la géographie, par les différentes sciences qui peuvent s'occuper du son. Et donc, on a trouvé que cette idée d'effet sonore était ce qui allait rassembler tout ça. Et en situation, donc l'effet sonore, il va être traduit par... Ça sera une double effectuation. Il y a deux choses qui se passent. D'une part, c'est la mise en situation du son. C'est ce que la morphologie de l'espace fait au son. Et comment les conditions de propagation, climatiques, etc., modèlent le son. Deuxièmement, et en même temps, il est aussi l'effet sonore, ce que l'écoute fait au signal émis. Toutes les anamorphoses qui vont se produire, dès qu'un son sort de la machine à faire du son, il sonne quelque part. Et donc, comment l'écoute, non seulement le son va dans l'espace, mais comment mon écoute va s'approprier tout ce qu'est le son. On peut prendre les étapes même de Pierre Schaeffer, ouïr, écouter, entendre, comprendre. Donc, dans la représentation d'un paysage, portrait de pays, la dimension sonore offre l'avantage de faire parler le lieu, de raconter les propriétés, en réveiller les compétences psychomotrices, les schèmes éprouvés. Et parmi ces effets qui rassemblent, qui sont des... qui rassemblent tout ce qui peut se passer dans le son, on a fait donc il y a un travail d'une bonne dizaine d'années sur les effets sonores, en mobilisant toutes les compétences du labo. On a fini par avoir 90 effets, je crois. Donc il y a des effets assez simples, des effets plus liés aux techniques du son du cinéma, mais il y a des effets qui mobilisent toutes les dimensions de la connaissance et toutes les approches humaines possibles de ce qu'il y a dans un phénomène d'environnement. Je vais prendre quelques exemples d'effets pour vous montrer, essayer de vous faire entendre comment ça synthétise tout ce qu'on peut imaginer, dire et analyser. Le premier, vous le connaissez très bien, c'est l'effet de réverbération. Il est connu. C'est la réflexion des ondes sonores sur les diverses surfaces de l'environnement où se propage le son. Bon. Ça, on en a très bien l'expérience et on l'évalue par sa durée et par sa couleur. Ça, c'est intéressant. Mais surtout, et pour nous, ce qui nous intéresse là, c'est la valeur psychologique et symbolique de la réverb, on dit dans le métier, est très, très, très importante. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas... même si on n'a pas fait des études typiques d'acoustique, physique, on a tout le temps dans la vie quotidienne, on est capable de déduire toute une série de choses par une réverbération, par sa durée et par sa couleur. Donc, il y a une valeur psychologique et symbolique très, très, très importante de la réverb, comme on dit dans le métier. Je vais prendre un exemple bref, à donner un exemple sonore quand même. On va voir comment l'enregistrement est fait à Avignon, pendant le festival d'Avignon. C'est un flûtiste qui s'est mis à un endroit parfait. Les musiciens de rue sont des grands experts en acoustique. Pour que ça marche, il s'est mis juste au carrefour de deux rues qui se croisent. Il s'est mis à l'angle. Et ce qui va jouer se réverbère partout. Alors que l'émission sonore d'une flûte à bec n'a pas un potentiel fantastique. Et ça marche très bien. On va entendre ça.
La réverbération est un outil de repérage de l'espace qui est extraordinaire. Il est en fait intuitif, hein, et on l'utilise tout le temps. Toute langue va faire... On écoute par exemple la réverbération des oiseaux. Dans l'exemple, je vous avais demandé d'écouter, mais ça fait un petit moment déjà, tout au début, on a écouté ce très beau paysage sonore de Murray Schafer. Et quand les enfants, j'ai fait écouter à des enfants, ils ont déduit plein de choses. Alors qu'il n'y a pas comme signal, il y a des oiseaux, de la rivière, de la voix, un petit monomoteur qui passe en haut, c'est tout. Ils ont déduit qu'on était dans la forêt. Comment ils ont fait ? Ils ont entendu quelque chose qui est en fait un certain type de réverbération des chants d'oiseaux. Et ça leur a réévoqué toute l'expérience antérieure d'un son réverbéré dans une forêt. Et ça, c'est extrêmement intéressant. On a un capital d'écoute qui est en fait fantastique. Deuxième effet dont je veux parler, il y en aura trois derrière, qui est très important, c'est l'effet de filtrage. L'effet de filtrage, c'est le renforcement ou affaiblissement d'une part des fréquences d'un son qui va être très très modé par la morphologie du lieu et des dispositifs filtrants de l'espace construit. On n'a jamais, quand un son sort d'une bouche, de n'importe quoi, il n'est jamais comme ça jusque dans vos oreilles. Il va se passer plein de choses. Et en particulier des filtrages, des anamorphoses qui vont être produites par l'organisation de l'espace, par l'hygrométrie, mais en particulier par l'organisation de l'espace. Je vais donner un bel exemple de cet effet-là, qui est enregistré par Jean-Luc Bardy, un de nos très bons preneurs de son du labo, qui est la garde à notes, et c'est une très, très, très courte séquence. On va voir comment tout est modelé par le son même de la voix du chef de gare. À la base, c'est 10 d'effacer un dessin avant de remonter à Plurier. Attends, c'est 10 de remonter. Vous laissez la lagone et vous remontez. Voilà, tout est dit. Le genre de lieu, la culture, la langue, l'atmosphère, le ferroviaire, rural, très très lointain, dans ce beau petit paysage sonore. Le troisième et avant-dernier effet que je veux donner, dont je veux donner l'exemple, parce qu'il est aussi dans la vie quotidienne, c'est l'effet de Bourdon. L'effet de Bourdon, c'est d'une part c'est un continuum sonore qu'on a énormément dans la ville, mais c'est une strate sonore constante, de hauteur stable et peu variante en intensité. C'est de la tonalité pour Murray Schafer. Hein. En fait, c'est ce qui donne souvent le ton à une situation, à un espace, sans qu'on s'en aperçoive. Et c'est très important, ce Bourdon, parce qu'il va jouer sur notre humeur, sur pas mal de choses. J'avais un exemple, là, il me reste plus rien comme temps. J'ai un beau petit exemple pris à Avignon, justement, où une petite chorale amateur, qui s'appelle les Marinouches, sont à Avignon, et ils viennent comme ça, c'est 10h du matin, ils vont chanter pour présenter leur spectacle. Et il n'y a pas de diapason, le chef commence à chanter. Et en fait, si vous écoutez bien, ils se sont accordés sur le diapason des cigales. Donc, on a comme ça des donneurs de ton dans l'environnement qui sont fournis en fait par les bourdons. Et quelquefois, on se demande comment ça se fait que je parle comme ça. Il y a tout l'environnement qui me pousse à faire ça. Allez, un petit coup. Alors, il s'appelle les Marinouches.
sont accordées, voilà, sur les cigales. Merci les cigales. Et puis, j'en aurais fini parce que j'ai pris du temps. Il me reste un dernier effet que je veux donner parce qu'il est très intéressant, parce qu'il se passe quand il n'y a plus de son, qui est l'effet de rémanence. Oui, alors donc j'ai été un peu vite. Nous avons travaillé au labo sur presque une centaine d'effets, 95 effets, dont ces effets qu'on trouve beaucoup dans l'environnement et abordés par toutes les disciplines possibles, ce qui me fait dire qu'en tout cas c'est un outil qui a de la richesse. Donc cet effet de rémanence, qui est le dernier, c'est un après-coup sonore. Une fois que l'effet, quand vous avez un son, quelque part, il y a quelquefois un effet de sillage qu'on connaît aussi en acoustique. Il y a encore des bribes de son, les fréquences principales disparaissent, puis il reste une espèce de poussière de son. C'est plus loin que l'effet de sillage, c'est une rémanence hallucinatoire ou une phonomnèse. Ça sonne encore dans l'oreille. Le son est toujours en retard, ce qui fait qu'on est en retard. C'est ce qui reste après le son réel. Il y a une très belle histoire, je ne la raconte pas, qui raconte Pierre Sanso. C'est l'histoire de Pierre Sanso, qui est le trésor de Louis, ça peut se dire en deux mots. Pierre Sanso, qui était un de mes maîtres préférés, avait été un fou de football, et il avait remarqué une fois qu'il y avait un arbitre qui s'était fait assassiner pendant tout le match, tout le monde lui balançait des trucs, il était absolument imperturbable. Et quand il est sorti, il a juste passé la limite, il a dit « Ah, les salauds, qu'est-ce qu'ils m'ont mis », etc. Donc, il y a cette espèce de mise en côté, il appelait ça le trésor de Louis, et l'arbitre s'appelait Louis, justement. Et il y a vraiment cette rétention, et après, ça ressort tout d'un coup. Il entendait tout d'un coup l'avalanche des cris qui n'étaient plus là, une vraie phonomnèse. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Alors, c'est le dernier exemple que je vais vous donner. Je vous remercie pour votre patience et votre écoute. Le dernier exemple, c'est qu'est-ce qui reste quand on aura écouté ce très très bref exemple-là ? Est-ce que je peux en faire une sédimentation ? Il y a une telle rapidité de ce phénomène qu'il a une espèce de transcendance, on pourrait dire, dans le monde des sons. Et là, l'idée de pays même, de paysage sonore, se dissout complètement. Et on touche peut-être à l'impossibilité de faire portrait. Je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François Goyard et pardon de vous avoir pressé un petit peu. On aurait envie de vous écouter éternellement et de se plonger avec vous encore dans toute cette série d'effets sonores. C'est un travail qui est tellement riche, tellement important pour nous tous. Malheureusement, voilà, le train de cette journée passe également trop vite en gare et on doit essayer de raccrocher un petit peu les wagons. Alors on a un petit peu de temps pour des échanges et des questions. C'est évidemment une communication très riche qui à la fois nous introduit à l'idée même de portraits appliqués au son, à ces liens au paysage sonore, à cette tradition que fonde Murray Schafer avec le World Soundscape Project, au concept d'effet. Pour peut-être lancer un peu la discussion, moi, ce qui m'a beaucoup marqué et qui est central dans votre travail, c'est l'idée de mise en capacité aussi.
cette idée que si nous travaillons sur cette écoute, on se rend compte que nous possédons ces capacités pour faire portrait sonore de pays, comme ces enfants qui s'accordent inconsciemment sur les cigales, comme ces enfants, encore une fois, d'ailleurs, c'est peut-être pas anodin que ce soit toujours des enfants qui reconnaissent de façon latente qu'il s'agit des sons de la forêt parce qu'ils repèrent ces effets de réverbération. Et ça pose la question de qui fait portrait aussi entre le preneur de son, l'auditeur, l'environnement lui-même. Et ça me semblait tout à fait important, parce que ça nous donne aussi une forme de responsabilité et de confiance en notre propre perception, quelque part. Oui. C'est moins une question qu'une remarque ou une façon de lancer les choses. Quelle est la question précisément? Pardon, parce que qu'est-ce qui fait portrait ici? Est-ce que c'est tout à la fois? Parce que souvent j'ai l'impression qu'il y a aussi cette idée que c'est l'environnement lui-même qui est instrument, qui compose le portrait. Vous avez parlé du naturalisme de Schaeffer. Ah oui. C'est aussi là que ça me semble complexe. Je ne dis pas qu'il y ait une réponse toute faite, hein, mais est-ce que vous diriez que vous avez pris des exemples quand même très variés, où parfois c'est de la prise assez brute, où parfois il y a de vraies compositions. Vous avez parlé de rhétorique ou d'une artificialité. Quelque part, le portrait, vous me mettez dans une situation difficile, parce que vous renvoyez à la question que je pose. Mais est-ce que quelque part, le concept de portrait sonore ici vous semblerait pas du coup trop petit ou trop... Portrait, paysage, oui. Alors, après, je pense que sous les notions, comme j'ai vécu déjà un certain nombre d'années, on voit très bien évoluer les notions aussi. Donc il y avait vraiment l'idée de paysage sonore, c'est Murray Schaeffer qui l'a amené. Après, il y a une déclinaison très très large. Tous les exemples que j'ai donnés rapidement dans la troisième partie de mon intervention, c'est des gens qui disent mais moi je fais plus du paysage, moi je fais du field recording, etc. Chacun va son. C'est pas. Il y a une évolution quand même des notions, il y a une acculturation très certaine quand même à toutes les pratiques du sonore, ne serait-ce que par le cinéma, mais aussi les milliers de preneurs de son, de paysagistes sonores, parce qu'il faut bien les nommer, même si ce n'est pas des paysagistes eux-mêmes, parce que qu'est-ce que c'est que paysager du son? Alors on va entrer dans des choses un peu compliquées, non pas compliquées, mais longues à expliquer. Ça peut être très, très divers. Il y a toujours quand même l'idée qu'on ne peut pas... Qu'est-ce que c'est que rendre une expérience sonore? Là, je crois que là, il y a une question fondamentale. Qu'est-ce que c'est que rendre ce que j'ai entendu? Alors, rendre ce que j'ai vu, on sait qu'on a des moyens, il y a le portrait, il y a la photographie, il y a tout ce qu'on veut. Les images photographiées. Qu'est-ce que c'est que rendre du son? Alors, d'une part, c'est compliqué parce que c'est long. Le son, c'est un objet quand même très, très embarrassant parce que ça dure, le son. Il y a à part la séquence du passage de TGV, là, qui fait partie de notre géographie actuelle, notre paysage actuel, qui est extrêmement rapide, ça prend du temps, le son. Vous avez vu combien de temps il faut, je pense, au début, pour qu'on s'installe dans la forêt du Canada avec cet Indien là, de la réserve où il est, et on se demande où on est. Mais ce qui est très intéressant, par exemple, après, le travail qu'on fait, c'est le gros travail de reconnaissance. Et là, les concepts, les notions sont toujours approximatifs. Alors les enfants, moi j'ai fait écouter ce paysage sonore, le premier, là, dans une réserve du Nord-Canada. Ils écoutent et puis ils finissent par dire c'est un vieux. Donc il y a tout ce travail de reconstitution qui va être fait. Et il y en a un qui dit tiens, c'est comme au cinéma. Ah, tu sais, dans les films des Indiens, il y a des types qui parlent comme ça. Alors, petit à petit, il y a une reconstitution qui se fait d'ailleurs en groupe, qui est souvent beaucoup plus riche que quand elle est faite par une seule personne, et qui font qu'ils ont raison. C'est un vieil Indien dans une réserve du Nord-Canada, quoi.
Et donc, ils nomment pas directement le son, mais ils n'ont pas les techniques, même pour dire cette fréquence, mais ils ont parfaitement perçu quelque chose dans ce sabir de l'Indien de la réserve. Et c'est souvent la meilleure façon de rendre le son, enfin la moins pire, souvent c'est encore de rendre par le son. Mais au prix de quoi ? Voilà, bon, mais ça, c'est ce qui va peut-être faire une différence avec l'approche de ce thème par d'autres sens, encore que si on passait par les odeurs, ça serait pas triste non plus. Ouais. Mais rendre le son, c'est toujours quelque chose de compliqué et il faut couper. Ou alors retourner dans le paysage et réentendre tout. Voilà, c'est un des grands problèmes du sonore. C'est magnifique, ça nous prend. Mais en même temps, ça nous prend du temps. Énormément. Ouais, et tous les valeureux preneurs de son, je pense à Marc Crunel qui est là, etc., le savent très bien. Il faut une grande patience. La chasse au son, c'est interminable. Et l'écoute après, l'écoute pour la sélection, c'est très très long aussi. Ouais. Alors on a un peu de temps pour des questions du public, des vraies questions cette fois-ci. Marc Crunel, oui. Marc Crunel. Ouais. Tous les deux. Le premier, c'est que quand Bureau Schaeffer commençait un exposé sur le paysage sonore, l'histoire et tout ça, il dit, tout a commencé, ma prise de conscience de l'environnement sonore, c'est l'apparition des muscle cars, comme on disait, des voitures très puissantes, très bruyantes, et puis c'est un peu qui polluait fort l'atmosphère, et finalement il a commencé à prendre conscience et s'investir à tel point que pendant plusieurs dizaines d'années, il a décidé de plus jamais prendre l'avion parce que c'est trop bruyant contre ça. Une deuxième chose, c'est que dans le livre Paysage sonore, pour faire image, je veux dire, voilà, Paris, il y a un son, il y a une carte postale sonore d'aujourd'hui qui change en saison. Le son, il y a Paris il y a 100 ans, c'est pas le même aujourd'hui. Mais chez lui, il y a encore une dimension plus large parce qu'il pense que le monde entier est une sorte d'immense composition musicale. Ça, c'était pour un peu complémenter ce que tu dis. Alors, par rapport à ce qu'elle a dit, c'est la prédominance du visuel sur le sonore. En fait, il faut dire qu'on est un peu déformé parce qu'on a des archives visuelles de peinture, par exemple, sur plusieurs centaines d'années, mais des archives sonores, on en a très peu. Et les premières commençaient avec des paroles humaines, bien avant le paysage. Bon, maintenant, on a des archives, etc. Et certains prennent même des tableaux, essayent de reconstituer le paysage. Il y a un exemple à la Damplatz, là, à Amsterdam, qui a été refait complètement. Et alors, une question pour Jean-François. En fait, le compositeur suisse Pierre Marietan, il trouve que la traduction française paysage sonore, il trouve que c'est mieux le son du paysage que paysage sonore. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Oui, c'est bien. Oui. Non, j'aime bien Pierre Marietan aussi. Alors, il y a pas. Non, ça marche bien. C'est un peu plus. Mais quand d'habitude, quand les concepts sont frappés au coin par un truc paysage sonore, soundscape, il y a un truc, ça va. Le son, oui. Non, mais ça marche. Mais là, oui, la grande difficulté on se rend compte d'ailleurs justement, la grande difficulté de rendre du son. C'est pour ça que je sais pas. Oui, enfin l'invention de l'enregistrement, l'invention de la partition aussi, des notations, est un effort un peu désespéré pour rendre quelque chose. Mais entre un neume grégorien, une note sur on est tellement loin de la réalité du son. Alors l'enregistrement est quelque chose de précieux, mais l'enregistrement n'est de toute façon jamais aussi fidèle que nous le promettent les marchands et les techniciens. On peut être assez fidèle, mais bon, on est toujours... Et en même temps, c'est bien. Moi, j'aime bien ça en tant que philosophe parce que dans le vécu, il y a quelque chose d'inaliénable. Et bien sûr, on peut enregistrer, on peut reproduire. Vous allez voir, on va vous refaire du vécu. C'est pas possible, quoi. Ouais. Juste, il faudrait. On a très peu de temps et il faudrait juste que vous ayez un micro si vous intervenez parce qu'on ne vous aura pas sur l'enregistrement, franchement. Enfin, si vous voulez parler, il faudrait que vous preniez le micro, simplement. Mais on a très peu de temps parce qu'il y a Grégoire Chelkov qui nous... La bataille de Waterloo, on pouvait entendre depuis Bruxelles, c'était comme un orage qui n'arrêtait jamais. Le grondement d'orage qui n'arrêtait jamais. Ah oui. Jusqu'ici. Ça, c'est le son du pays. Ouais, d'accord. On va prendre une dernière question. Oui. C'est pas vraiment une question, mais c'est une réaction par rapport à ce que j'ai entendu. Merci pour vos interventions tous les deux.
Ça m'a rappelé un livre de Bernie Krause, cet auteur aussi, preneur de son américain, Le Grand Orchestre Animal, dans lequel il parle d'une expérience qu'il a menée dans une forêt du sud des États-Unis, dans laquelle il avait fait une prise de son plusieurs années auparavant, et il apprend qu'on va y faire une coupe sélective d'arbres. Et donc il part là-bas pour prendre du son juste avant la coupe, avec un ami photographe qui lui-même fait des photos. Et donc il compare les enregistrements qu'il fait avant la coupe sélective et après la coupe sélective. Et en fait, après la coupe sélective, il n'y a plus aucune composition de biophonie, enfin d'éléments vivants dans ces enregistrements, alors qu'à l'image, rien n'a changé, puisque la coupe est très sélective et donc n'apparaît quasi pas. Voilà, ça m'a rappelé en fait ce rapport entre paysage visuel et sonore. Ouais. Et notamment aussi sur l'exemple que vous avez proposé là, donc de Murray Schafer, le premier. On entend cet oiseau qui chante et qui accompagne presque au chant l'Indien. Et quand l'avion passe, l'oiseau s'arrête de chanter. C'est excessivement puissant comme relation entre le moment où le chant continue et le chant s'arrête. Voilà. Merci beaucoup. Ouais. C'est vrai qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est des œuvres est-ce que les paysages sonores de Murray Schafer ou des grands paysagistes sonores, il y en a beaucoup d'autres, sont des œuvres qui utilisent la nature, ou est-ce que c'est un effort de compte-rendu nécessairement coupé, remonté, etc. Là, il y a une vraie question. Il ne faut pas oublier, justement, j'ai donné l'exemple de la tour de Vancouver, la prise de son. Il y a un parasite, il y a un gosse qui est venu. Ah, c'est ça que vous vouliez enregistrer? On coupe les magnétos. Voilà. Enfin, la vie était là aussi, quoi. Donc, par rapport au réel, à la réalité, enfin, l'effort de rendre la réalité, c'est un vrai débat. Et c'est un vrai débat, particulièrement parce que, non pas qu'une photo soit fidèle, ou même un film, mais le son demande tellement de temps, tellement de mobilisation, ne serait-ce que pour modéliser, du point de vue numérique, du son, c'est infiniment plus compliqué que l'image. Ouais. Donc, qu'il y a peut-être... c'est quand même le vécu qui est bien, quoi, mais il faut y aller. Bon. Ouais. Merci beaucoup.